Je suis dans le bureau de Francesco Bandarin, sous-secrétaire général de l'UNESCO. L'UNESCO, comme chacun sait, est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Et Francesco Bandarin est le responsable du secteur de la culture. Il a occupé différentes tâches au sein de l'UNESCO. Il a été pendant 10 ans le responsable du patrimoine, celle qui est peut-être l'activité de l'UNESCO la plus connue par le grand public. Maintenant, il a des responsabilités accrues du moment qu'il couvre l'ensemble du secteur de la culture. Donc, une expérience extraordinaire. Très intéressante, très enrichissante et de grande mobilité dans le monde du patrimoine. J'ai beaucoup connu, beaucoup apprécié, vraiment, j'ai eu 10 ans de voyage, pas seulement physique mais aussi culturel dans le monde du patrimoine. Ah, donc le patrimoine, est-ce qu'on peut définir déjà les critères suivant lesquels un site entre à faire partie du patrimoine de l'humanité? Oui, le patrimoine mondial ou patrimoine de l'humanité, comme on l'appelle, c'est une des formes de patrimoine que reconnaît l'UNESCO, mais certainement la plus connue par les grands publics, parce qu'il y a les grands sites du patrimoine, à partir de bords de Seine de Paris jusqu'au Grand Canyon en Amérique, toutes les grandes villes historiques du monde, les grands monuments, tout ça. Donc les gens les connaissent très bien parce que maintenant c'est devenu disons, un objet assez intéressant aussi pour le tourisme. Non? Les gens veulent aller visiter ces sites et les reconnaissent comme sites protégés par l'UNESCO. Bon, c'est très simple. Ça, le mécanisme, disons, d'inscription dans cette liste du patrimoine mondial est géré par un traité international qui s'appelle la Convention du patrimoine mondial, qui établit les principes. Les principes, les critères, les modalités. On rentre déjà dans une forme un peu bureaucratique, mais la vie est faite de ça aussi. Donc, en général, pour dire en général, un site pour être inscrit doit être reconnu comme un site de valeur exceptionnelle universelle. Cette reconnaissance est faite par des professionnels qui sont normalement disons, associés dans deux grandes organisations internationales non gouvernementales. Ce sont des organisations de professionnels. Le ICOMOS, le Conseil mondial, le Conseil international des monuments et sites, et la UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Parce que nous avons des sites culturels, mais aussi des sites naturels dans la liste. Donc c'est une liste qui couvre les deux catégories. Cette reconnaissance doit être faite donc par des groupes de professionnels, mais après validée par un vote d'un comité, qui s'appelle le Comité du patrimoine mondial, qui est un comité formé par les États qui sont membres de la Convention du patrimoine mondial. Ce n'est jamais l'UNESCO qui fait le choix, c'est toujours le pays qui nous présente des candidatures. Donc nous recevons les candidatures de pays, on fait l'évaluation et après il y a un vote qui est donné par les comités du patrimoine mondial. Donc c'est un cycle assez complexe, hein, parfois ça dure des années, de présentation de dossiers, d'analyse, parfois de renvoi, de réorganisation du dossier, d'activités d'amélioration de la gestion du site, parfois on change aussi les périmètres, et tout ça est très important pour la conservation. C'est-à-dire l'inscription est un geste, est un acte politique, de politique internationale, mais avant, il y a tout un travail énorme de nature technique pour garantir la conservation du site. Nous sommes une organisation qui fait ça, qui fait la conservation des sites. Évidemment, un site n'est pas dans la Lune, il est dans la Terre. Et donc, il faut aussi regarder à ce qui est autour du site. Donc, la communauté, les communautés qui habitent, qui vivent autour du site. Donc, on a une forte sensibilité à ce qui sont les impacts, les effets sur la communauté d'une inscription. C'est une procédure qu'on contrôle aussi le long du temps. Une fois qu'un site est inscrit, c'est pas fini. Ça commence. Ça commence une histoire longue, parfois très 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 longue, de
échange avec les responsables du site, avec les États membres qui participent à l'action de conservation, pour que les obligations, l'engagement qui a été pris au moment de l'inscription soit préservé dans les temps. Si un site est inscrit, on ne le fait pas pour 1 an ou 2, on le fait pour très longtemps, on le fait pour les futures générations, pour que les enfants de nos enfants puissent aussi voir cette merveille du monde. L'inscription est définitive, c'est-à-dire une fois qu'un site fait partie du patrimoine de l'humanité, il ne peut pas perdre Non, il peut perdre. Ah, il peut perdre. Il peut perdre. On peut perdre le titre. Oui. Ah, oui. C'est un titre qui est conditionné à la conservation des valeurs qui ont été reconnues comme partie du site. Ah, voilà. Si les valeurs... Cela représente aussi une responsabilité pour le pays. Absolument. Tous les pays ont très peur de ça. Parce que évidemment. Ce serait une sanction très grave. D'ailleurs, dans l'histoire de la Convention, qui a cette année 41 ans, il y a eu seulement 2 cas de retrait de la liste. Ah oui. 2 cas, un cas en Oman. C'était un site du désert de l'Oman qui avait une surface assez importante, disons quelques dizaines de milliers de kilomètres carrés, et que l'État a décidé de rétrécir à un site très petit, donc il a perdu la valeur, parce que même les espèces protégées qui ne pouvaient pas vivre. Donc après une longue discussion, on a décidé de retirer les titres. Et l'autre, c'est le site de Dresde, en Allemagne, qui avait été inscrit non comme une ville historique, c'est pas une ville historique, il n'y a plus la ville historique, mais comme un paysage. Oui. Un paysage fluvial du fleuve. Oui, il faut rappeler que Dresde a été bombardée lors de la Deuxième Guerre mondiale, et donc c'était une ville historique qui n'existe plus en tant que telle. Donc c'était pas la ville qui était inscrite, c'était le paysage du fleuve Elbe, non, sur lequel le gouvernement du Land des Saxons avait décidé de construire un pont autoroutier. Donc un paysage avec un pont autoroutier, ça s'était ruiné. Donc même là, 4-5 ans de discussion, puis à la fin, on a retiré le paysage de la... Oui, donc il n'y a que ces 2 cas. Pour le moment, oui. Voilà. On essaie évidemment d'éviter ça. Ils sont combien en tout les 962. Donc presque 1000. Presque 1000. Cette année, on a encore notre réunion, c'est là dans un mois, au Cambodge, cette fois, à Phnom Penh. On a la réunion à partir du 17 juin. Et il y aura aussi un certain nombre, autour, 20, 25, comme ça. Chaque année, c'est plus ou moins ça la moyenne. Alors, il faut considérer que les pays faisant partie de l'UNESCO correspondent grosso modo aux pays présents à l'ONU. Oui, c'est vrai, c'est comme ça. Et les pays signataires du traité sont presque tous les pays de l'UNESCO. On a 190 pays signataires de la Convention du patrimoine mondial, et l'UNESCO a 185 pays, 15 pays membres. Et le pays qui dispose du plus élevé nombre de sites considérés comme patrimoine de l'humanité, c'est l'Italie. C'est l'Italie. C'est l'Italie, et ça a 47 sites. Sur le total. Hein. Voilà. Et bon, l'Italie a beaucoup de sites, évidemment, parce que c'est un pays. Ce sont plutôt des sites culturels. Il y a moins de sites naturels. Moins de sites naturels. Il y en a, mais ils sont moins nombreux. Il y en a 2 ou 3. Les îles éoliennes, puis il y a le site de San Giorgio, qui est avec la Suisse, qui est un site paléontologique. Donc il y aura d'autres peut-être dans le futur. Mais la plupart sont des sites culturels. D'ailleurs, c'est ça un peu la valeur de l'imaginer. C'est une évidence, tout à fait. Bien sûr. L'Italie est fière d'être aussi reconnue, disons, en tant que pays qui abrite autant d'endroits importants pour l'humanité tout entière, et participe à la vie de l'UNESCO d'une manière très significative. L'Italie est le pays qui donne la plus grande contribution extra-budgétaire à l'UNESCO, de tous les pays du monde. Surtout parce que, à part, disons, la contribution qu'elle donne ici au siège, mais surtout parce qu'en Italie, il y a deux instituts importants de l'UNESCO, l'Institut pour la physique théorique à Trieste et l'Institut pour l'eau à Perugia. Et en plus, l'Italie soutient
soit les programmes, soit beaucoup de dépenses de siège du bureau UNESCO de Venise. Donc il y a beaucoup disons, d'antennes UNESCO dans les pays qui, évidemment, l'Italie soutiennent. Donc ça fait de l'Italie le pays qui a la plus grande contribution extra-budgétaire. Donc il est vrai que l'UNESCO s'occupe de la science et de l'éducation, mais encore une fois, là, vous qui avez été le responsable du patrimoine, encore une fois, vous êtes maintenant à la tête du secteur qui est le plus connu pour les activités de l'UNESCO. L'éducation est très importante aussi, évidemment. Hein. Au niveau mondial, l'éducation est encore un enjeu d'importance primaire. D'ailleurs, nos États nous le rappellent tout le temps. Mais c'est vrai, peut-être, donc l'importance c'est une chose et la visibilité c'est l'autre. Oui, hein. voilà. L'importance, c'est certainement l'éducation, une mission stratégique au niveau global. Mais la visibilité nous vient de la culture. Vient de la la visibilité vient de la culture. Je pense que la culture donne 3/4 de la visibilité de l'UNESCO, d'un point de vue de la presse. Voilà, qu'est-ce qu'il fait alors l'UNESCO dans le domaine de la excusez-moi la simplicité de cette question, mais c'est que l'UNESCO est un sigle connu par le grand public. Mais plusieurs ignorent qu'est-ce qu'il fait au juste, l'UNESCO. Bon, alors, écoutez, c'est très simple. Disons, le gros du travail est autour d'un certain nombre de traités, de conventions internationales. On vient de parler de la Convention du patrimoine mondial, mais ce n'est pas la seule. On en a 6. Donc, il y a des conventions qui s'occupent du patrimoine. Par exemple, la Convention du patrimoine immatériel, qui est une convention qui a été adoptée par l'UNESCO en 2003 et qui a donc une dizaine d'années, cette année c'est le 10e anniversaire, et qui a un but, disons, la finalité d'inscrire et donc protéger des formes de patrimoine qui n'ont pas une physicité. Sinon, le patrimoine mondial, c'est des sites, déjà. Oui, le Colisée de Rome. Oui, ou bien des villes historiques, ou des paysages, ou des sites naturels, qui sont sur la Terre, qui ont un périmètre sur la géographie du globe. Oui, bien sûr. Les patrimoines immatériels est un patrimoine qui descend surtout de grandes traditions. Donc, c'est les expressions culturelles qui nous viennent des traditions, les danses populaires, les chansons, les chants, la musique. La chanson napolitaine. Par exemple, la chanson napolitaine pourrait être un patrimoine immatériel, la musique, mais aussi les savoirs traditionnels, un certain savoir très important que dans l'histoire ont même marqué. Je fais un exemple, encore une fois, en Italie, l'année passée, l'Italie a présenté pour l'inscription dans la liste du patrimoine immatériel l'art des constructions de violons, de Cremona. Ah oui, bien sûr. Stradivari, et tout ce qui a suivi. Donc, et ça, c'est une technique, un savoir traditionnel qui a une grande importance et qui a donné au monde le violon. Voilà. Oui, les musiciens du monde entier achètent des violons de Crémone parce que c'est la production le plus haut de gamme, disons. En Chine, ils ont inscrit l'art de la construction de bateaux de jonques chinoises, non, parce que c'est quand même une chose extraordinaire. Et comme ça, il y a beaucoup d'autres choses. Donc, disons, dans le monde, on retrouve très souvent le patrimoine à une dimension, on l'appelle immatérielle, pour dire que ça appartient, disons, plutôt à des communautés vivantes. Hein. C'est une chose qui continue, que s'évolue, que ce n'est pas figé dans les temps. Voilà, d'ailleurs, la définition du patrimoine immatériel est très claire. S'il n'y a pas une communauté, il n'y aura plus un patrimoine immatériel. Ça devient autre chose, ça devient des objets des musées, ça devient d'autres choses. Un patrimoine immatériel, un patrimoine enraciné dans la communauté, qui vit avec la communauté et qui évolue avec la communauté. Bien sûr. Bon, donc puis il y a une troisième convention, moins connue, qui s'appelle la Convention pour la protection des patrimoines subaquatiques. C'est tout ce qui est, disons, subaquatique, c'est évidemment soit l'archéologie subaquatique, mais c'est surtout les épaves. Parce que les patrimoines subaquatiques hors des eaux territoriales, ce sont que des épaves. Ou peut-être un jour on trouvera Atlantis, mais ça c'est autre histoire. Mais donc on a et les épaves, je vous assure, c'est un argument de très grande importance qui soulève de
beaucoup de vagues dans le monde, parce qu'il y a les chasseurs de trésors, il y a le problème des grands naufrages de l'histoire, le Titanic. Bon, non, ça c'est oui, ça c'est plutôt, disons, de l'archéologie qui avait été trouvée dans les eaux territoriales. Mais, par exemple, les Titanic, personne ne sait que les Titanic est sous la protection de l'UNESCO aujourd'hui. Voilà. Depuis l'année passée, parce que c'était 100 ans. Quand une épave reste 100 ans au fond du mer, ça devient protégé par l'UNESCO. Ça ne veut pas dire que nous, on peut envoyer des moyens, non, on n'a pas les moyens. Mais les États qui ont signé la convention de l'UE, sont responsables. Hein. Mais on pourrait envisager qu'un jour, l'UNESCO se charge de récupérer, par exemple... Non, je ne pense pas directement, parce que cette convention n'est pas une convention opérationnelle, une convention qui gère, disons, les rapports juridiques entre les États pour la protection du patrimoine subaquatique. Mais il y a beaucoup de cas, ce n'est pas le Titanic le plus connu, mais chaque jour il y a des cas, parce que dans l'histoire, imaginez-vous, l'histoire humaine est très longue, donc dans l'histoire il y a eu des milliers et des milliers et des milliers de naufrages. Et très souvent, des naufrages avec beaucoup de richesses. Les galéons espagnols qui étaient coulés par les pirates, plutôt que des bateaux, disons, arabes qui venaient de la Chine pour aller à un monde arabe au 9e siècle, qui faisaient naufrage en Indonésie. Il y en a partout. Donc cette convention très importante protège à travers, évidemment, les États membres, les patrimoines subaquatiques. Puis, il y a des conventions qui s'appliquent, disons, plutôt dans les cas difficiles, les cas de conflits, les cas de pillage du patrimoine. Alors, une convention essaye de protéger le patrimoine dans les cas de conflits armés. Ça s'appelle la convention de la Haye. Elle a été signée de 1954. D'ailleurs, c'est la première convention de l'UNESCO pour le patrimoine. C'était suite à la Deuxième Guerre mondiale, toute la destruction du patrimoine en Europe, comme ça. Donc, les États ont décidé de faire un acte qui protège le patrimoine en cas de conflit armé. Donc, les États signataires s'engagent en cas de conflit armé de ne pas frapper ou bombarder ou attaquer des sites patrimoniaux. C'est très important, ça. Très important, et même si maintenant les guerres modernes sont des guerres moins institutionnalisées que dans le passé. Dans le passé, il y avait les déclarations de guerre. Maintenant, qui déclare une guerre? Personne ne déclare une guerre. On les fait et c'est tout. Et en plus, très souvent, ce sont des guerres civiles, des guerres intérieures. Donc, même ça nous aide beaucoup, parce que ça permet de mobiliser un dispositif important d'inventaire, de communication. J'ai fait un cas très voisin, très proche. C'est la guerre de Libye, par exemple. Quand il y a eu la guerre de Libye, pratiquement tous les pays qui avaient fait, disons, qui étaient partis de la coalition, qui avaient fait la guerre à Kadhafi, pratiquement tous, sauf la Grande-Bretagne, étaient signataires de cette convention. Donc nous, on a ramassé tous les éléments, et on a envoyé aux commandes de l'OTAN un paquet d'informations sur la localisation des sites et des biens culturels de la Libye. Et donc les lieux, disons, les plus précieux de la ville de Tripoli ont été... Oui, surtout les sites du patrimoine mondial, il y en a plusieurs en Libye, la localisation des bibliothèques, de ce que musées, etc. Et ont été épargnés. Écoutez, à la fin de la guerre, on est allé voir, et effectivement, les sites de Libye ont échappé à la destruction. Peut-être, il y a d'autres facteurs. Mais cela ne pourrait pas devenir une sorte d'arme politique, c'est-à-dire que, par exemple, on met juste dans la précieuse bibliothèque qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO, je ne sais pas, des armes secrètes ou des personnes qu'on veut faire échapper évidemment, à la justice internationale. Ça peut se passer. Dans ces cas, mais les États, disons, s'engagent à ne pas faire ça. Donc, ça, c'est le truc. Ça peut se passer. Et dans ces cas-là, effectivement, le site perd la protection. Si un site devient une base militaire, on ne peut plus le protéger, c'est évident. Donc c'est une arme, disons, qui a des limites. Voilà. Des limites. Puis il y a une autre convention qui est devenue très importante maintenant, c'est la convention du 70, c'est la convention
pour la lutte contre le trafic illicite des objets, des biens culturels. Vous avez vu peut-être dans la presse récemment, il y a eu une polémique gigantesque sur une vente à Drouot, une vente d'objets mésoaméricains. Le Mexique, Guatemala, Honduras ont protesté pour la vente de cette collection. C'est une collection des années 20 d'objets. Ce que les pays disaient, c'était que c'était une collection qui était produit d'excavations illicites, de fouilles illicites. Parce que, mais là, c'est très difficile à prouver ça. Hein, c'est pas une chose qu'on peut... surtout quand une collection est constituée avant l'approbation, l'adoption de cette convention. J'ai dit 1970. Donc tout ce qui est avant, c'est difficile à gérer. Mais tout ce qui vient après, au contraire, ça devient intéressant. Et donc la convention devient un instrument, un pilier de l'action internationale contre le trafic illicite du bien culturel. On a avec nous l'Interpol, qui gère la banque de données sur les objets volés. On a l'Organisation mondiale des douanes, et après les polices nationales, et même les carabinieri italiennes qui sont les plus organisés peut-être dans ces domaines. Parce que les carabinieri ont un corps de l'armée il y a 500 personnes qui s'occupent de ça en Italie, et qui font les contrôles des frontières, qui font la chasse aux voleurs, qui font la chasse aux pilleurs, et qui forment les polices des autres pays. Donc, et la France a un service similaire, et plusieurs pays se sont équipés avec des forces. Donc tout ça, c'est une machine juridique, opérationnelle, de formation complexe, certainement insatisfaisante. Je pense que c'est insuffisante. Ce qu'on fait, c'est pas suffisant, parce que le trafic continue. Mais il n'y a pas d'autre, donc il faut faire. Et je pense qu'on a obtenu pas mal de résultats récemment, et on a, dans les derniers 2-3 ans, je suis très occupé de ça, parce que je pense que c'était très important pour le moral. C'est notre point important. Il faut protéger une culture d'un pays de pillage, sinon la culture disparaît. Et, donc il y a, comme vous voyez, beaucoup d'actions. C'est pas seulement le patrimoine mondial, il y a pas mal de choses. Et puis à côté de ça, il y a aussi des programmes spécifiques sur certaines actions que nous considérons importantes pour la culture. Les musées, évidemment, tout ce qui est musée, et appuyer aux musées, surtout dans les pays émergents. Et puis on essaye maintenant de faire monter un peu l'attention. Donc on va créer un conseil international, une sorte de panel international de haut niveau pour la politique des musées. Puis il y a les programmes sur les villes créatives, très intéressant. C'est un peu un programme qui est très connu, commence à être très connu aussi. On cherche à mobiliser, disons, les gouvernements locaux, les communautés locales pour mettre la créativité, donc la culture, au centre des processus de développement. On a un programme sur les grandes histoires régionales. L'histoire de l'Afrique, l'histoire des Caraïbes, l'histoire de l'Asie, l'histoire de l'Amérique latine, et on fait beaucoup d'actions de diffusion de ce travail. C'est un travail qui dure depuis 50 ans, hein. Je n'ai pas inventé ça, non. Et on a un programme sur la route de l'esclave, qui est très important ici, et qui fédère maintenant l'Afrique et l'Amérique latine dans beaucoup d'actions d'échange. Il y a des choses comme ça, disons, programmes de différents types. Parfois, on essaie de les mettre sur place, selon les disponibilités et l'argent, qui est toujours un peu la chose qui manque. Il y a beaucoup de culture ici, mais moins d'argent. L'UNESCO s'est retrouvé sur les premières pages des journaux du monde entier au moment d'une décision assez spectaculaire et discutable des États-Unis, qui avait quitté cette organisation. Je me souviens, ça la remonte il y a plusieurs années, si je ne me trompe, le secrétaire général de l'époque était sénégalais. Voilà, et les États-Unis avaient affirmé que l'UNESCO était devenu l'outil d'un tiers-mondisme extrémiste, et que par conséquent, ils ne voyaient aucune raison de participer à son bilan d'une manière aussi généreuse. Et par conséquent, ils avaient arrêté leur collaboration avec l'UNESCO. Par la suite, les États-Unis sont revenus au bercail, pour ainsi dire,
Et donc maintenant, il joue un rôle tout à fait actif. Ah ouais, mais comment expliquez-vous cette attitude? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Bon, j'étais pas là à l'époque, mais j'étais vivant, donc je me souviens. Non, mais je vous pose la question parce que c'est le moment où l'UNESCO a intéressé un peu le monde entier. Oui, oui. Non, je l'explique, c'est très simple. En 1984, quand la chose s'est passée, il y avait encore l'Union soviétique. Et il y avait de l'autre côté Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Voilà. Donc le conflit s'est exacerbé entre ces blocs. Donc l'UNESCO, oui, peut-être, j'ai dit encore, je n'étais pas là, donc je ne suis pas un témoin direct, mais évidemment, beaucoup de pays du bloc communiste et du tiers-monde utilisaient l'organisation internationale pour faire de la propagande ou pour faire de la lutte même idéologique au bloc occidental et aux États-Unis. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement les États-Unis qui sont sortis, c'est aussi l'Angleterre, la Grande-Bretagne est sortie, et Singapour aussi, 3 pays sont sortis. Donc à ce point-là, Reagan a décidé de quitter l'organisation. Il y a une procédure pour quitter l'organisation. Il a déclaré de sortir. Il a pris 2 ans. En 1984, il est parti. Et pendant 20 ans, les États-Unis n'ont pas été à l'UNESCO. On a essayé, évidemment, fini la guerre froide, fini toute cette contreposition idéologique. Chute du mur, mais il n'y avait aucune raison pour... Donc, mais ça a pris du temps. Et ce n'est qu'en 2003, avec Bush Jr., que les États-Unis ont décidé finalement de revenir. Donc il y a 10 ans. Il y a pas 10 ans. Comme vous savez, il y a aussi un problème aujourd'hui, parce que les États-Unis ont suspendu leur contribution, qui constitue les 22% de notre budget, suite à l'entrée de la Palestine dans le nombre des États membres. Tout à fait, justement, j'étais en train d'arriver à... Donc c'est pas la même chose, ils ne sont pas sortis, mais effectivement, ils ont suspendu la contribution. Oui, donc là, autre sujet chaud, bien sûr, parce que le Proche-Orient reste malheureusement l'un des points chauds de cette planète. Mais l'UNESCO aurait pour but de mettre tous ensemble pour collaborer d'une manière solidaire autour d'objectifs culturels qui sont patrimoine justement de l'humanité tout entière. C'est pas un but, c'est une réalité quotidienne. Voilà. C'est ce que je fais chaque matin. Exactement, ce n'est pas... Oui, vous avez parfaitement raison. C'est une pratique quotidienne. Donc, une magnifique expérience. Pour revenir au début de cette conversation, disons, une expérience vraiment intéressante. Enrichissante. Oui. Vous provenez de Venise, qui est l'une des villes les plus intéressantes du monde sur le plan artistique, et là, vous êtes architecte comme formation, et donc vous avez trouvé l'occasion de vous épanouir dans cette organisation. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris soit de la politique internationale, de la vie d'une organisation internationale complexe comme l'UNESCO, mais surtout, j'ai appris sur le terrain. Donc, comment on fait les choses, comment on peut préserver des sites, quels sont les enjeux. Et je pense qu'après tous ces temps, j'ai un peu compris. Mais quand même, ça reste compliqué. Merci Francesco Bandarini. Merci à vous. Merci.